Bonjour et bienvenue ici chez Dia Studio. Aujourd'hui, on reçoit Angela. Bonjour Angela. Bonjour. Angela, tu étais pilote d'hélicoptère avant de devenir entrepreneur. Oui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que cette expérience t'a apporté dans ta vie d'entrepreneur? Ça m'a apporté beaucoup de choses en termes de compétences, je pense de leadership personnel. Le fait que je me suis rendu compte qu'en réalité, on pouvait être qui on voulait. Je suis passée d'un métier hyper masculin, hyper militaire, très ancré dans la matière, à finalement être entrepreneur sur les réseaux et maintenant au service du monde spirituel. Donc c'est vraiment aux antipodes. J'ai pris conscience qu'on pouvait vraiment être qui on voulait. Et j'ai pris conscience aussi qu'en termes de leadership un peu rayonnant, j'avais une voix qui pouvait porter. Je pouvais aller fédérer et servir un but assez collectif. Donc voilà, ça m'a aidé en ça. Et ça m'a aidé, je pense, aussi au fait que, avec l'armée, t'apprends quand même la persévérance, l'endurance, la rusticité, l'humilité aussi beaucoup. Et le fait qu'il y ait un processus. En réalité, tu démarres presque de zéro. Tu sais, tu connais l'objectif à atteindre. Tu sais juste qu'il va falloir fournir des efforts, que c'est possible, mais qu'il existe un processus. Dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. Et ça, je le vois au quotidien. Donc, ça m'aide là-dessus de tenir en me disant, il suffit juste de suivre, d'être persévérante et assez humble pour continuer jusqu'au bout. Oui, effectivement, le parallèle, il est vraiment tout tracé. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs spirituelles et pourquoi ce choix il te tient à cœur? Grande question, parce que ça a été un cheminement. Vraiment, ça a été toute une histoire. Il faut savoir que 2024 a été cataclysmique pour moi. Donc, gros éveil spirituel, vie perso qui part complètement, qui explose. Et en parallèle à ça, j'ai arrêté toute activité professionnelle pour remettre du sens, parce que ce que je faisais, j'arrivais plus à trouver de sens vraiment profond. Donc j'ai tout arrêté professionnellement parlant. J'ai créé du vide. Alors là, il y a vraiment eu la tentation de vouloir remplir ce vide avec un peu de la merde quand même. J'ai lutté, tu vois, pour essayer d'aller vers quelque chose qui était aligné avec moi et avec ce que je voulais pour la vision sur laquelle je travaille depuis longtemps. Parce que depuis Covid, je suis sur les réseaux. Donc j'ai plongé un peu dans tout cet univers du développement personnel, de qui je veux être, de la visualisation, tu vois, travailler là-dessus. Et en réalité, là, j'ai créé ce vide-là. Je me suis formée à des choses qui juste m'attiraient, sans essayer de comprendre pourquoi ça m'attirait, qu'est-ce que j'allais en faire. Parce que j'ai dépensé des milliers d'euros quand même dans les formations, dans des meetings, tu vois, dans des conférences, dans des événements. J'ai pas cherché à comprendre, mais tout s'est empilé finalement, tout s'est emboîté vers la fin de l'année. Parce que j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont sollicité. Est-ce que tu pourrais m'aider sur les réseaux sociaux? C'était des femmes, entrepreneurs spirituels. Au début, je me suis dit, ouais, je peux. Mais je me suis quand même posé la question, est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Donc j'ai vraiment trié les patates, comme on dit, et j'ai écouté, tu vois, cette petite voix qui me disait, oui, t'as envie de servir quelque chose de plus grand. J'ai toujours été au service de quelque chose. T'as envie de servir quelque chose de plus grand. T'as cet éveil spirituel qui est vraiment fort, qui est là. T'as des compétences, parce que depuis Covid, t'es sur les réseaux, donc t'as acquis des compétences. Tout s'est emboîté. Donc voilà, j'ai pris le parti d'être au service du monde spirituel, alors dans la matière, parce qu'il faut quand même être dans la matière, aider des femmes, ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que j'avais pas forcément identifié, mais que les gens autour de moi voyaient clairement pour moi. Donc voilà, j'ai pris le parti d'aider les femmes, entrepreneurs spirituels, à développer leur activité grâce aux réseaux sociaux. Tu as beaucoup commencé à travailler ton image de marque en fait via les réseaux. À la base, oui, j'ai appris à le faire. J'ai vraiment appris à le faire avec les meilleurs des réseaux sociaux. C'est ça qui m'a aussi donné confiance en ce que je pouvais faire. J'ai réussi aussi à créer des communautés. Donc tout ça, ça me montrait que oui, j'étais capable. Et surtout, j'avais envie de transmettre. Du coup, qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite encore à se lancer sur les réseaux, qui a peur peut-être du jugement? Qu'elle sera jugée. Dans tous les cas, elle sera jugée. Quoi qu'on fasse, on est jugé. C'est pas spécifique aux femmes, hein. Quoi qu'on fasse, on est jugé. Si on a une vie qui nous plaît pas et qu'on reste dans cette vie, on est jugé. Si on fait un petit changement, on est jugé. Si on fait un grand changement, on est jugé. Donc dans tous les cas, elle sera jugée. C'est pas quelque chose qui doit freiner. C'est vrai que c'est challengeant, ça fait peur, c'est sûr. Mais derrière, on a une mission. Si on est une femme spirituelle, on a envie d'être au service. Donc c'est cette mission qui doit guider avant tout.
et empêcher d'avoir trop peur. Comment tu les aides à rester authentiques tout en étant stratégiques dans leur com? Ouais, ça c'est une vraie question. Et souvent elle revient sur les réseaux parce que, d'autant plus dans le domaine spirituel, on a tendance à dire ouais, mais si je fais du marketing, si je fais voilà les réseaux sociaux, si j'essaie de vendre, je suis trop dans et je me détache de ma mission qui est spirituelle et qui en vrai ça n'a rien à voir. L'authenticité c'est du quoi, c'est qui on est, c'est vraiment comment je me définis et ce que je veux apporter aux gens. Et la stratégie, c'est plutôt du comment. Donc, par quel biais je vais affirmer tout ça, comment je vais montrer aux gens, comment je communique. Donc, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'on a tendance à associer des pratiques stratégiques à des arnaques, d'accord, je caricature, mais c'est l'idée aussi voilà, c'est la peur un peu que je rencontre, que je vois. Mais si on a bien défini son quoi, donc son authenticité, il est impossible d'adopter une stratégie qui soit pas alignée. Impossible. Du coup, pour toi, en quoi l'entrepreneuriat spirituel se distingue des autres formes d'entrepreneuriat? Bon, déjà, il est au service. Il est au service du monde spirituel. Quand on pense entrepreneur, on pense un peu, maintenant, c'est voilà, tendance 2025, solopreneur. Je suis tout seul dans mon entreprise et je fais vivre mon entreprise comme ça. L'entrepreneur spirituel, c'est quelqu'un qui va être au service du monde spirituel. On va aider son prochain dans le but de vraiment faire descendre le monde spirituel dans la rue. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui presque va être prépondérant. Et le danger que je vois aussi, c'est que trop souvent, les femmes mettent ça en avant et pas tellement elles. Or, quand on vient voir quelqu'un, c'est pour qui il est, parce qu'on lui fait confiance. Donc, c'est là surtout le biais à éviter. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat spirituel est différent de l'entrepreneuriat parce qu'il est au service, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est de l'entrepreneuriat. Donc, il y a cette idée d'en vivre et de bien en vivre. Moi, l'idée, mon objectif, c'est vraiment que les femmes en vivent très bien pour prouver que justement, cette abondance qu'on vient chercher, elle est disponible pour tout le monde. Et on se doit presque, en étant spirituel, tu vois, d'être presque un cran au-dessus des autres entrepreneurs pour montrer dans la matière que c'est possible. Toujours en train de prouver. Mais prouver, alors, apporter les preuves aux autres que c'est là. Ça inspire, en vrai, quand tu as les preuves de quelqu'un d'autre, tu vois, ça te dit que, ouais, moi aussi, je peux le faire. Et donc, j'y vais, si c'est possible. Quels sont les principaux freins que tu observes chez ces femmes? De se mettre en avant, le problème de se mettre en avant. Tu vois, toujours, voilà, de faire passer le comment avant le qui je suis. Et cette notion d'argent qui se frotte à la spiritualité, qui est un peu, aujourd'hui, un peu antinomique, mais les choses changent. Donc, il y a derrière cette idée d'argent, il y a pour moi la valeur qu'on y met. Donc, quelqu'un qui va avoir du mal à se positionner sur ses tarifs, c'est parce que peut-être elle n'a pas identifié la valeur qu'elle met dans ce qu'elle fait. Donc là-dessus, il y a un travail à faire. Et ensuite, il y a aussi un travail de communication à faire sur la valeur que va percevoir ton client. Parce que c'est ça qui fait qu'il va ouvrir son portefeuille. Oui. D'accord ? Donc c'est surtout comprendre pourquoi il y a des personnes qui font... C'est ce que je disais ce matin, il y a des personnes qui font payer un contact défunt 30 €, et il y en a d'autres qui font payer ça à 200 €. C'est quoi la différence ? Ça reste un contact défunt. J'ose espérer que celle qui fait payer 200 €, elle est quand même plus précise, mais peut-être pas finalement. Tu vois, c'est juste que celle qui fait payer 30 €, elle a peut-être pas perçu ou pas su exprimer la valeur qu'elle mettait dans ce qu'elle fait. Et le gap, il est juste là. Il n'est pas dans la valeur intrinsèque, juste dans comment ce que je fais est perçu, la valeur est perçue. Okay. Donc c'est ça le frein surtout, et c'est ça qu'on vient un petit peu débroussailler, parce que c'est important de mettre de la valeur dans ce qu'on fait. Ça a de la valeur, ça a de l'importance. Donc on établit cette valeur. Et du coup, comment tu les aides à surmonter ça ? Comment je les aide à surmonter ça ? En posant des questions. Moi, je pose beaucoup de questions. je pars du principe qu'on a tout en nous. On a toutes les réponses en nous. Alors oui, on n'y a pas accès tout de suite parce que voilà, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a des schémas récurrents, il y a une éducation, tu vois, il y a des choses comme ça qui t'empêchent parfois d'avoir accès. Mais on sait tout, on a tout en nous. Donc moi, je viens juste finalement révéler ça en posant des questions. Tu sais, on dit... dis-leur, ils le rejettent, et fais-leur dire, ils l'achètent. Donc là, c'est clairement ça, c'est-à-dire que je viens leur faire dire ce qu'elles savent. Les vérités, elles sont en elles sont pas en moi.
même si je le sais, je le vois, hein, je vois très bien vers où on va aller, mais c'est elles qui vont le dire, c'est elles qui vont aller puiser en elles, et c'est d'autant plus puissant et impactant que ce soit elles qui le disent, parce qu'après, une fois que c'est dit, c'est dit. Et c'est là, c'est passé, tu vois, du subconscient au conscient, et après, ça déroule, on peut passer à autre chose. Ok. J'imagine qu'il y a quand même des moments de doute ou d'échec là-dedans. Tu les aides comment? Si elles ont des doutes, il y aura toujours des doutes, je pense. T'as toujours des doutes, t'as toujours des moments de down, t'es un peu fatigué, tu vois, t'as pas bien dormi, ou t'es malade, d'accord, c'est normal. Donc juste on passe au travers. Pas besoin de se poser 36 000 questions. Le lendemain, ça va mieux. On met en place des actions, une sorte de routine, d'accord, même si ça me crispe un peu de parler de routine parce que c'est hyper, ça me paraît comme ça très strict, mais on met en place des actions récurrentes qui vont assurer un succès. Donc les doutes seront toujours là. Même quand tu gagnes 10, 20 cas par mois, les doutes, ils sont là. Il y a des moments, tu es fatigué, c'est comme ça. Mais si tu sais ce que tu dois faire, tu passes au travers et le lendemain, ça va mieux. Quelle est la prochaine étape dans ta mission d'aider les femmes à casser ce plafond de verre? Ma prochaine cliente qui gagne 10 cas, on va en entendre parler là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça ma prochaine étape. Vraiment. Okay. Faire avec une cliente ce que moi j'ai réussi à faire. Donc un démarrage acté, visible sur les réseaux sociaux où tu fais 10 cas tout de suite. Je sais pas laquelle ce sera, mais la prochaine qui fait 10 cas, là, champagne. Hein, ce sera une belle victoire. Comment on fait pour passer de l'armée à un monde dans lequel on t'apprend à être très discrète, à ne rien dire, à être maintenant omniprésente sur les réseaux, à t'ouvrir? C'est le grand écart. Ouais, c'est le grand écart. Comment on fait? On fait un travail personnel, vraiment. Et je pense qu'aussi, on a une vision un peu tronquée quand même de l'armée, parce que moi, j'étais pilote d'hélico. Donc oui, il y a cet aspect collectif où personne parle plus fort parce qu'on est comme ça un bloc hyper solide. C'est ça qui fait la force de l'armée, de toute façon. Mais quand même, en tant que pilote d'hélico, t'es face à tes décisions de pilotage. Tu vois, t'es un peu seul face à ces décisions. Donc t'as quand même ce leadership qui est là, qui est important et qui est crucial. Parce que si tu prends une mauvaise décision, tout le monde est en danger, hein, l'équipage, les mecs derrière. Donc, mais c'est vrai qu'il n'y a pas cet aspect communication. En aéronautique, oui. Dans l'hélico, tu dois apprendre à communiquer de manière intelligible, efficace, rapide. Donc là-dessus, j'ai été formée, mais c'est vrai que s'ouvrir au réseau, c'est complètement différent parce que... Oui, c'est de la communication externe, là. Exactement. Et puis il y a l'image, et puis il y a se montrer. Et je ne suis pas encore hyper à l'aise avec ça, mais il faut y aller. Donc c'est vrai que c'est un travail sur soi. Donc voilà, je pars du principe que j'ai une mission de la même façon. J'oublie ce qui me convient pas trop et je mets plutôt mes compétences en avant pour... mais je me suis formée, évidemment. Je me suis formée à plein de choses, à la PNL, au type de personnalité, pour savoir comment communiquer, savoir vendre, oui, même si je pense que c'était quand même un petit peu là aussi à la base. Mais ouais, il y a le fait d'être exposée. Bon, après, dans l'armée, vu que j'étais une nana, qu'il n'y en avait pas beaucoup, surtout en tant que pilote d'hélico, à chaque fois, c'était vas-y, il y a un repas avec le président, vas-y, il y a ça. Mais non, les gars, je m'en fous, je veux pas faire... Au contraire, j'étais plutôt, tu vois, dans l'ombre et ça m'allait très bien. J'aime beaucoup travailler dans l'ombre. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je dois me mettre en avant pour avoir une visibilité et pour servir encore plus le monde spirituel et ce pourquoi je suis là. Mais... c'est vrai que si je pouvais le faire sans qu'on me voie, ce serait encore mieux. Tu vois, travailler que en profondeur avec mes clientes, ce serait mieux pour moi. Mais c'est OK, parce qu'il faut le faire et en même temps, je leur montre aussi, je leur donne l'exemple. C'est pas évident de faire des stories sans filtre. Bah, je le fais. C'est nouveau, mais je le fais. Entrepreneur spirituel, comment tu le définis? Ah, comment je définis ça? C'est alors une personne qui va vouloir vivre déjà de cette activité, d'accord? Tu peux commencer un peu, voilà, tu as un mi-temps, tu fais ça à côté, ok. Mais vraiment, pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut vraiment y aller un peu all-in, tu vois, je veux gagner ma vie avec ça. Et spirituel, parce qu'il y a derrière l'objectif d'élever les consciences, tu vois, de faire un peu... faire en sorte que les gens prennent conscience du fait qu'on est un être spirituel venu vivre une expérience humaine, physique, très matérielle. Donc il y a cette idée-là de servir une cause... et de vouloir élever un peu les fréquences, éveiller les consciences. Donc ça passe par plein de choses, hein. Ça passe par j'ai des clientes qui sont médiums, énergéticiennes, cartomanciennes. J'en ai même qui se sont formées à plein de domaines.
tu vois, de naturopathie, qui ont fait des séminaires, le pouvoir des fréquences, tu vois, et qui savent pas exactement quoi faire, mais elles savent qu'elles veulent y aller. Et ben moi, ça me plaît, j'adore parce que on va décortiquer tout ce qu'elle sait faire, on va voir ce qui la fait kiffer, on va comprendre là où il y a une demande aussi, tu vois, on va vraiment faire un mélange, un savant mélange de tout ça et sortir son unicité, comment elle va pouvoir faire de tout ça, de tout ce qu'elle a emmagasiné comme compétences et ce qu'elle aime, on va pouvoir en sortir une activité et surtout unique. Parce qu'aujourd'hui, on peut tout faire. Il y a plus de limites, tu vois. Avant, on avait une boutique physique, on recevait des gens, les consultations de telle heure à telle heure. Aujourd'hui, non, avec les réseaux, avec le fait d'être en ligne, tu peux tout faire. Donc, pourquoi pas aller chercher des nouveaux métiers. Tu peux très bien faire... ce matin, on faisait ça avec une cliente. Elle est formée à tellement de choses, au human design, carto, astro. Elle fait énormément. L'énergétique. Ben, on a créé une offre signature, un accompagnement, je ne vais pas trop en dire, mais un accompagnement sur plusieurs mois qui va être transformateur. Donc en fait, c'est vraiment ça. C'est d'apporter aux gens par le biais de la spiritualité, mais pas de dogme, d'accord ? On est hyper ouvert. L'idée, c'est qu'il y en a qui vont croire aux vies antérieures, il y en a pas forcément. On s'en fout. En vrai, c'est juste comprendre qu'on est un être spirituel, qu'on a tous des ressentis, qu'on a tous une intuition et aller vers quelque chose de plus simple. Un peu comme les enfants. Quand les enfants, ils sont très dans l'intuition, dans le spontané, et ils ont beaucoup moins de problèmes. Donc voilà, on va tendre vers quelque chose comme ça. Il y a aussi un autre grand écart entre l'armée et ta vie d'entrepreneur spécialisé dans les réseaux sociaux maintenant, c'est que dans l'armée, il y a un côté où tu dois rester quand même très sérieux, très pointu dans ce que tu fais, et il y a le côté légèreté des réseaux sociaux, même si ça reste aussi sérieux ce que tu proposes maintenant. Ouais. Tu as un parallèle à faire là-dessus? Ouais, il y a un joli parallèle à faire. Autant dans l'armée, on se fait cette image de voilà, il faut être très sérieux, très pointu. Et pour ceux qui m'ont connue dans l'armée, savent à quel point j'étais très sérieuse, mais aussi à côté très décalée. Et c'est ça qui fait que la mission se passe bien aussi, parce qu'on dédramatise, d'accord ? Parce que c'est quand même... voilà, il se passe quand même des choses assez hard, donc on dédramatise et on est dans la joie. J'ai une petite anecdote là-dessus, je reviens après sur la question, sur... justement dans l'armée et être dans la joie. Je fais donc les classes, si on peut appeler ça comme ça, tu vois, t'as 8 mois de formation et on fait un stage commando. Il neige, t'es en treillis, rangers, donc le treillis c'est un jean, hein, et puis une veste en jean avec juste un t-shirt en dessous, donc il neige. Tu dois te mettre comme ça en chaise, tu vois, contre le mur, donc tout le monde est en chaise. Et je m'en rends pas compte. Apparemment, je souris, tu vois, enfin, je suis comme ça tout le temps, apparemment, je souris. Alors que je voyais des visages décomposés. Moi, je sais pas, apparemment, je souriais et je vois un de mes instructeurs qui arrive vers moi. Genre, tu sais, en plus, une énorme baraque. Sors-moi tout de suite ce visage de ta face. Et je me suis dit, merde, je souris, en fait, je m'en rendais pas compte. Et je le regarde, parce que voilà, ok, il me parle, je le regarde, et je vois dans son regard, ça se passe en une fraction de seconde, j'explose de rire. Il rit, tu vois, vraiment, il rit. Ça a duré vraiment une seconde. Et tout de suite, il s'est repris. Ok, tout de suite, je me suis reprise. Et là, j'ai compris. Je me suis dit, ok, c'est bon. Enfin, tant que t'es dans la joie, tant que t'es dans le kiff et de ta vérité, finalement, tout se passe super bien. Et c'est qu'un jeu, tout ça. Donc, c'est vrai que dans l'armée, comme sur les réseaux sociaux et sur ce que je fais, c'est très pointu, c'est très sérieux. Et je peux repasser de l'un à l'autre en une demi-seconde. Mais il y a toujours cet aspect de kiff. Sur les réseaux, on montre toujours le faste, le voilà, c'est génial, regarde, je suis trop bien habillée. Mais derrière, il y a vraiment des compétences qu'on est allé chercher, une structure, une détermination. Tout ça, on ne le voit pas, alors que c'est ce qui fait la base d'un business. Donc le parallèle, il est là. C'est-à-dire que dans l'armée, tu vas plutôt voir la base qui est dure, hein, vraiment, et tu vas pas tant voir ce qui se passe réellement. Alors que sur les réseaux, tu vois que la surface et tu vois pas t'es pas dans le dur. Mais après, quand on vient travailler voilà, en one-to-one, là, on est dans le dur parce qu'il faut bâtir du solide, c'est super important. Sinon, ça ne tient pas.